avant que la NUP ou NUPES soit créée, il y avait l'Union populaire. Et l'Union populaire, pour nous, donc moi je suis à la France Insoumise, ce qu'on avait essayé d'enclencher, c'était par exemple justement d'essayer de fédérer toutes celles et ceux qui ont pu résister à la politique de Macron, que ce soit sur le front syndical, sur le front des mouvements écolos, sur les fronts des mouvements des libertés, dans des syndicats, des associations, des intellectuels, des artistes. Et on avait d'ailleurs constitué un parlement de l'Union populaire qui était constitué à la fois de militants et militantes politiques, mais aussi de toute cette diversité-là. Et d'ailleurs, même dans la phase antérieure, même lors des élections de 2017, dans la constitution du mouvement France Insoumise, quand on avait élaboré et le programme L'Avenir en commun et le livret qui approfondissait, à chaque fois, c'était en travaillant avec le secteur associatif, syndical, intellectuel, parce que justement, c'est toutes les résistances qui ont permis d'élaborer le projet alternatif. Donc pour moi, c'est inconcevable d'avoir un militantisme politique déconnecté de l'ensemble de ce qui fait la vie de la contestation d'un système. D'abord parce que moi, dans mon militantisme politique, il est hors de question d'être déconnecté de l'ensemble de ces réseaux de lutte. Et au contraire, j'y suis pleinement imbriqué. Maintenant, c'est vrai que ce que je souhaiterais, c'est que ce front soit beaucoup plus large et systématisé. Parce que là, on est pour l'instant dans des personnalités, pas forcément des organes en tant que tels. C'est-à-dire qu'il y a aussi toute une histoire en France, par exemple, du mouvement syndical, très marqué par la charte d'Amiens, pour le meilleur ou pour le pire. C'est-à-dire pour le meilleur dans le sens où l'indépendance du mouvement syndical lui permet de ne pas être instrumentalisé par le politique et de jouer son rôle dans la contestation. Et j'estime que même la victoire politique nécessite un contre-pouvoir et une mobilisation, et donc nécessite une autonomie. Et puis, je dirais pour le pire, il peut y avoir aussi une situation absurde, qui est qu'une déconnexion entre le mouvement social et le mouvement politique, comme si on avait qui s'occupaient d'aller conquérir le pouvoir et d'autres d'organiser les rapports de force, est une réalité en fait assez schizophrénique, parce que c'est ensemble qu'on doit penser à la fois la prise du pouvoir et comment, une fois que comment le pouvoir pris, faire en sorte que le peuple l'exerce. Et donc en fait, le problème, c'est que souvent, le débat dans le rapport entre organisation politique et mouvement social, à mon avis, pour qu'il puisse réussir à progresser et à se constituer en force commune, il faut qu'il pose la question de comment faire en sorte que le peuple exerce le pouvoir. Parce que c'est ça, in fine, l'objectif pour changer le monde. Pour reprendre le titre de ton livre, et d'abord merci pour avoir fait cette démarche, et merci à la librairie pour ce débat. Mais voilà, je pense que la vraie question, c'est celle-là qu'on doit se poser, quoi. Comment permettre au peuple d'exercer le pouvoir? Et je pense que si on était plus en capacité de creuser, enfin, pour nous c'est une question importante quand on pose la question de la constituante, c'est pas parce qu'on serait, je sais pas moi, des fanas de droit constitutionnel, non, c'est parce qu'on estime que dans notre stratégie révolution citoyenne, la première des batailles et des ruptures, c'est avec la Ve République pour penser, pour permettre au peuple par la constituante de constituer, enfin de co-élaborer ensemble les institutions d'une Sixième République qui permettrait réellement au peuple d'exercer le pouvoir. Et je pense que voilà, si on arrive à avancer dans les débats là-dessus, je pense aussi que des freins seraient levés dans la constitution du front plus large. En fait, ce qu'on fait, c'est éminemment politique. Donc on ne peut pas se tenir éloigné de la politique pour moi, puisqu'on en fait. Après, et je pense qu'on peut pas... En fait, en 2017, la situation elle était un peu différente. Et par exemple, le mouvement Alternatiba s'est toujours impliqué dans les campagnes électorales plutôt au niveau local. Donc en faisant soit de l'analyse de programme, soit en allant voir des candidats aux élections locales pour voilà, les pousser à prendre certaines mesures, par la suite leur dire ah bah vous n'avez pas respecté vos engagements, etc. Et moins au niveau national parce que peut-être beaucoup trop partisan ou beaucoup trop loin, peut-être aussi une difficulté à se dire qu'on va avoir, on va avoir un impact. Mais là, évidemment, en 2022, c'était pas possible de se tenir éloigné
ces élections qui étaient fondamentales à cette époque. Et de fait, on en a des liens avec des partis, que ce soit des liens individuels, ou en tout cas, il y a beaucoup de conversations. Il y a, il y a à gauche, maintenant, dans la NUPES, beaucoup de... Enfin, c'était déjà le cas avant, côté ELV, la France Insoumise, aussi beaucoup de militantes qui ont passé le pas de l'action politique, et aujourd'hui encore plus. Puisque on voit, nous on pense notamment à Alma Dufour, qui est en plus une amie très proche et qui a été chargée de campagne aux Amis de la Terre, donc avec qui on a beaucoup travaillé, notamment contre Amazon. On voit la porosité entre le mouvement militant et le monde politique, et c'est probablement une bonne chose aussi de pouvoir passer de l'un à l'autre, parce que on se pose beaucoup la question, finalement, est-ce qu'il vaut mieux être à l'extérieur ou à l'intérieur? Il y a vraiment ce truc de où est-ce qu'on a le plus d'impact. En fait, on a besoin des deux. On a besoin d'avoir des gens qui sont à l'extérieur comme nous, et qui poussons, qui sommes jamais contents, parce qu'on est jamais contents en fait. Vous pouvez toujours faire mieux, etc. Et puis il y a besoin d'avoir des gens à l'intérieur qui, certains ont connu aussi ce que c'est que d'être à l'extérieur et la pression de la rue, pour pouvoir faire en sorte que les lois changent, notamment que aussi au niveau de nos villes, il y a des mesures qui soient appliquées, etc. J'aime bien ta phrase à l'intérieur, à l'extérieur, parce que moi, en fait, je voudrais surtout pas être vécue et me vivre comme à l'intérieur. C'est-à-dire que si par exemple, moi qui deviens députée, là, j'ai encore du mal à dire, hein, c'est frais, c'est depuis dimanche. Si je devais, du coup, être considérée comme celle qui est à l'intérieur et qui reste à l'intérieur, c'est enfermée à l'Assemblée nationale, pendant que les autres sont à l'extérieur, ils sont dans les mobilisations, mais je ne servirai à rien. Donc je ne peux pas, moi, pour moi, c'est essentiel que chaque député se sente à l'intérieur et à l'extérieur, quoi. On marche toujours sur deux jambes. C'est-à-dire que pour moi, le travail qu'on va avoir à faire, à mener face à Macron, que ce soit sur le champ de toute sa maltraitance sociale, ou de son inaction climatique, ou de sa dérive autoritaire, et qu'il va bien draguer le Rassemblement national. Enfin, ça va sentir très mauvais, hein, ça sent déjà très mauvais. C'est quand même une situation de crise politique extrêmement grave, ce qu'on est en train de vivre. Cette résistance à l'intérieur, elle n'a d'utilité que pour sa vertu pédagogique à l'extérieur. Moi, de la même manière, j'ai assumé 2 mandats consécutifs au Conseil de Paris en étant non inscrite et en assumant d'être une insoumise d'opposition. Très vite, je me suis rendu compte qu'en fait, je parlais peut-être pas tant dans le Conseil de Paris aux conseillers de Paris, je parlais surtout à ceux qui étaient à l'extérieur. Et que peut-être je pouvais en convaincre certains à l'intérieur, mais ce qui était important, c'était aussi comment raconter à l'extérieur ceux qui se disaient des mal à cet endroit-là, ou comment faire exister l'extérieur à cet endroit-là pour bousculer tout le monde. Tu comprends? Et donc je pense que notre rôle à l'intérieur sera de faire cette parole-là, cette figure tribunicienne qui est tenir, la tranchée du combat, donner de l'encouragement à ceux qui luttent à l'extérieur et faire entendre la parole de l'extérieur à l'intérieur. Mais à l'extérieur, qu'est-ce que je fais? Quel est aussi le rôle du député à l'extérieur? Et je pense que ça, c'est aussi à réinventer. Moi, ce que j'ai apprécié, par exemple, dans cette campagne qu'on a pu faire dans ma circonscription, on n'était pas, tu vois, comme tu le présentes, une interorga politique. C'était pas ça, la NUPES, hein, sur le terrain. C'était quoi? C'était des assemblées générales. On savait absolument... Enfin, très vite, on savait pas ceux qui avaient une carte, ceux qui n'en avaient pas. Et en fait, il y avait quand même majoritairement des femmes et des hommes qui n'avaient pas d'engagement dans une formation politique. Il pouvait y avoir des militants du PC, d'Europe Écologie Les Verts, de Génération, du NPA, dans le 20e, parce que le NPA soutenait, mais en fait, on s'en foutait des cartes des uns et des autres. On pensait l'action ensemble. Et ce que j'aimerais, moi, c'est que nos assemblées générales, j'espère que ça va être un pari, que nos assemblées générales, elles se poursuivent, et que la députée que je suis, et avec tous les militants qui seront là, et les citoyens, on pense à quoi on sert aussi sur cette circonscription, voilà, parce qu'on a fait plein de porte-à-porte. On a bien vu dans l'habitat social des quartiers où il fallait vraiment leur filer des coups de main pour les encourager à s'auto-organiser, à se battre.
pour qu'ils se fassent respecter par leurs bailleurs. On sait que la rentrée scolaire, il y a des postes qui manquent, des problèmes de remplacement, des problèmes des AESH. Donc il va falloir qu'on voit comment est-ce qu'on encourage toutes les écoles à faire entendre leur colère et à être capable de se coordonner. Et, on a l'hôpital Tenon, la grève des urgences, il faudrait que la population s'en mêle beaucoup plus. Je pense que notre rôle va être d'aider à l'auto-organisation citoyenne à tous les niveaux. Et je pense que du coup, une députée peut aider à cela. Pas pour étouffer et diriger le combat, ça, c'est pas, je ne suis pas candidate à cela. Mais je vois bien comment cette campagne, elle a redonné une confiance, elle a redonné un espoir, parce que les gens se sont dit, on peut gagner. C'est pas à nous de décréter par quel fil la lutte elle pourra prendre. Mais c'est à nous d'être à l'écoute et de sentir. Moi, les réunions politiques que j'ai préféré faire dans ma vie, c'était celles basiques, où j'invitais les gens, qu'est-ce qui vous met en colère? On en discute et on s'organise. Comme ça, c'est les gens qui viennent et qui choisissent quel est et qui, ensemble, vont structurer leur... parce qu'on va toujours à l'économique et sur quoi on veut mettre l'énergie pour gagner, comme tu le disais, je suis à fond d'accord avec toi. Parfois, il faut assumer qu'on va mener un combat pour gagner une petite marche. Voilà. Mais voilà, c'est dans un micro-quartier. Ils se sont battus parce qu'il y avait des infestations de cafards et de punaises de lit. Ils ont fait plier le bailleur pour qu'enfin il résolve ce problème. Ça peut paraître dérisoire à travers le titre « Changer le monde », sauf que non, ça ne l'est pas. Parce que la petite confiance collective qui va se faire, va faire que demain, quand il y aura une personne qui sera menacée d'expulsion, ils auront le réflexe de liens sociaux pour tous de suite être là. Et quand ça sera une expulsion d'une personne sans papier, ils le feront naturellement. Alors que 3 mois avant l'expérience de cette lutte-là, certains auraient pu voter facho. Mais on les aura extraits à cela par ces solidarités. Et on sait que partout en France, y compris là où le RN a gagné, on a quand même il y a des gens qui font plein de trucs, quoi. Donc est-ce que le politique peut sortir de la bataille purement électorale et chercher à aider à faire le lien, la visibilité, la mise en fierté de tout ça, voilà, modestement, sans chercher à diriger, je ne sais pas comment être la plus précautionneuse possible pour que l'intention ne soit pas déformée. Mais je pense que ça fait partie des tâches qui devraient être à nous dans le dedans et le dehors. Et oui, sur l'articulation dedans-dehors, moi, les expériences que j'ai trouvées chouettes aussi, c'est les députés qui ont réussi à faire des ateliers des lois pour que les lois soient écrites avec les premiers concernés. Par exemple, ça y est, je suis trop fatiguée. Il y avait une grande grève. Il y avait une grande grève dans une société sous-traitance dans l'automobile et qui avait bossé avec des militants et avec des députés sur une proposition de loi contre justement le recours à la sous-traitance. Eh bien ça, je trouve que c'est les plus belles aventures démocratiques d'articulation du dedans, du dehors. Hein, quand tu arrives à faire la fabrique de la loi avec les premiers concernés, c'est bien que c'est le dehors que tu rentres dans le dedans. Et c'est ça, au final, c'est pas simplement prendre le pouvoir, faire en sorte que le peuple exerce, donc au peuple de rédiger les lois. En tout cas, nous, dans le sujet qui nous concerne le plus, qui est la question climatique aujourd'hui, on se rend compte qu'on a un traité qui est l'accord de Paris, qui a été signé en 2015, qui prévoit de rester sous les plus 2 degrés, voire 1,5 degré de réchauffement climatique. Cet accord devrait être appliqué partout dans le monde. La France l'a signé. Or, la France ne le respecte pas. Et en fait, les lois aujourd'hui qui sont mises en place, on voit la loi climat et là, je disais, je crois que c'est hier, le Sénat qui a évalué le nombre de mesures qui ont été vraiment appliquées de la loi climat. Et en fait, c'est tellement dérisoire déjà que cette loi a été complètement vidée de sens. Et en fait, nous, on part du principe, et c'est un peu l'idée de la désobéissance civile, que parfois, on n'est pas dans la légalité à faire quelque chose, mais qu'on a une certaine légitimité à le faire. Et ces actions de désobéissance civile, elles ont un but qui n'est pas... alors c'est pas du tout un propos anarchiste du coup, hein, c'est vraiment de pouvoir soit faire évoluer les lois, soit créer des lois, soit les faire abolir en fonction de où on se place et du sujet.
Et clairement, sur la question climatique, en fait, nous, ce qu'on veut, c'est que la loi elle soit appliquée. C'est aussi bête, et c'est aussi pour ça que l'État français a été condamné par 2 fois pour inaction climatique l'année dernière. Donc on n'est pas un petit groupe de militants à dire que ça va pas. Il y a quand même des plus hautes instances de la justice française qui ont reconnu aussi ça. Et des actions de désobéissance civile qu'on a pu mener, c'est évidemment les décrochages des portraits d'Emmanuel Macron dans les mairies partout en France. Ça, c'était en 2019. C'est 151 décrochages partout en France. Ils ont mené à une quarantaine de procès, puisque ces décrochages qui auraient pu être finalement anecdotiques ont mené une véritable répression judiciaire avec alors un certain nombre de gardes à vue, de perquisitions pour certains militants, et donc ces procès, quand les procès étaient gagnés, le procureur faisait appel. Donc voilà, une escalade aussi judiciaire. Et en ce qui concerne 3 procès différents, dont le procès de Paris, la Cour de cassation a cassé le jugement, a confirmé le jugement de la Cour d'appel. Et donc on a décidé de continuer jusqu'en Cour européenne des droits de l'homme. Donc c'est quand même un long chemin judiciaire, puisque ça a commencé en 2019 et on devrait en avoir pour encore 2-3 ans. Mais c'est aussi, avec la désobéissance civile, un peu l'idée de comment on arrive à changer des lois et de porter devant la justice. C'est une des façons de le faire. Et nous, ce qu'on a porté devant la justice, c'est à la fois l'état de nécessité. Donc effectivement, on peut dire que, en tout cas ce qui nous a été retorqué, c'est que entre l'état de nécessité climatique et le décrochage d'un portrait présidentiel, on peut se dire que c'est pas, la cause à effet n'est pas aussi, le lien est moins fort. Et en même temps, on voit bien de plus en plus que c'est l'action politique qui est la plus importante dans le combat climatique qu'on mène, et qu'on ne peut pas... alors évidemment, il y a plein d'alternatives, d'initiatives qui naissent sur les territoires qui sont hyper importantes, mais sans action politique, on ne pourra pas rester en dessous des 2 degrés de réchauffement, voire les 1,5. Et une autre grosse... au-delà de l'état de nécessité, il y avait aussi la question de la liberté d'expression, puisque ce qu'on dénonçait, c'était un dialogue de sourds, en fait, le fait qu'on n'était pas du tout écouté par le gouvernement, et que il y avait eu des pétitions, l'action en justice de l'affaire du siècle, des marches pour le climat, des grèves des jeunes pour le climat, tout un tas de manifestations, d'informations, etc., et que la réponse à ce moment-là du gouvernement, notamment à l'affaire du siècle, c'était de dire non, on comprend pas, nous on fait tout bien, on a mis en place nos stratégies, on n'a rien à se reprocher. Mais c'est pas le cas, en fait. Là, c'est à la fois notre présent et notre avenir qui sont en train de bousiller, et c'est aussi notre responsabilité, en tout cas c'est nous comme ça qu'on l'a porté, c'est notre responsabilité en tant que citoyennes et citoyens de se rebeller par rapport à ça, en fait, de protester et de demander à ce qu'on soit protégé, parce que là, on l'a vu aussi dans les dernières semaines qui sont passées, la canicule, tout l'impact que ça a pu avoir. En fait, le gouvernement aujourd'hui ne joue pas son rôle de protéger la population. Dans le livre, je raconte vraiment une action de désobéissance civile massive qui a conduit par ailleurs, qui a été un des éléments qui a conduit à une victoire. C'est l'invasion, on va dire, le fait quand on a pénétré le tarmac de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle pour protester contre un projet qui était le Terminal 4, le projet Terminal 4, donc un nouveau terminal qui aurait accueilli, puisqu'il a été abandonné depuis, qui aurait accueilli autant de passagers que l'aéroport d'Orly. Donc en tant que bombe climatique, je pense c'est difficile de faire mieux dans un moment où il faut aussi repenser le secteur de l'aérien. Et cette action était un moment assez fou, puisqu'il y avait une centaine d'activistes qui ont réussi à s'introduire sur le tarmac, à couper les grilles de la piste. Enfin, c'était plutôt une partie pas dangereuse, hein, mais et à s'infiltrer, à courir sur la piste et à dire que en fait, ce projet devait avoir lieu, mais que nous on ne le laisserait pas faire, et que c'est aussi avec nos corps qu'on s'y opposerait.
c'est pas la seule façon de désobéir à la loi, hein, puisque Thoreau, à l'époque, Henri David Thoreau, qui est un peu celui qui a conceptualisé la désobéissance civile, parlait aussi de la désobéissance via l'impôt, c'est-à-dire de ne pas payer l'impôt pour protester contre certaines mesures. Nous, les actions qu'on mène de désobéissance civile sont plutôt des actions avec nos corps, mais il y a finalement, on peut imaginer plein de façons de désobéir pour faire changer les lois et faire changer le monde, du coup. La question de la dégradation matérielle et du sabotage, pour nous, elle se pose dans le sens où elle n'est pas exclue. Par contre, elle doit être pensée en amont, elle doit être faite de manière stratégique. Donc on n'est pas... sur la question de saboter des pipelines, dans l'idée, pourquoi pas. Par contre, il faut qu'elle soit bien pensée stratégiquement, dans le sens où... pour nous, il y a un enjeu aussi à ne pas s'opposer une partie de la population. Forcément, on va bousculer, et quand on bloque l'Assemblée Générale de Total Energy, par exemple, aussi récemment, oui, il y a les actionnaires qu'on a vus qui, pour la plupart, sont plutôt âgés, sont plutôt très bien habillés, ont plutôt beaucoup d'argent. Il y a une certaine violence aussi de leur part, c'est clair. Mais le fait d'aller, je sais pas, aussi bousiller l'outil de travail de certains ouvriers ou ouvrières sans pouvoir le faire avec eux, peut-être aussi en imposant, c'est quelque chose nous, on n'est pas dans cette optique-là. Et justement, quand on a commencé à lutter sur la question aérienne et l'action contre le Terminal 4, elles s'inscrivent dans une journée nationale d'action où d'autres types d'actions comme celle-là ont eu lieu partout en France. Et ces actions, elles ont été menées notamment avec des scientifiques, avec des salariés justement de l'industrie aéronautique, avec des étudiants et étudiantes de ce secteur. Et c'est aussi ça pour moi, le fait de ne pas opposer les secteurs de la population, c'est comment on arrive à comprendre ensemble que, par exemple, ce secteur-là, un secteur ultra polluant, ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer à l'enseigner comme ça, à l'étudier comme ça. On ne peut pas continuer à l'exercer comme si on était dans une croissance infinie. Et du coup, il y a besoin qu'on réfléchisse ensemble. C'est un peu ce que tu disais sur la fabrique des lois. Il y a comment on réfléchit ensemble à autre chose. Et pour nous, du coup, l'utilisation de la violence, elle peut pas permettre d'aller en profondeur dans un changement et avec le plus de personnes possible. Et puis il y a un enjeu de préfiguration du monde qu'on veut. C'est-à-dire que je pense que tout le monde ici n'a pas envie de se retrouver dans un monde qui est violent, en fait, où on a peur pour son intégrité physique, on a plutôt envie de construire, et je pense qu'on le construit toutes et tous aussi, un monde qui est plutôt de solidarité, où on peut communiquer, où il existe du conflit, mais on peut se parler, et essayer de trouver des solutions ensemble. Et donc, c'est pour ça que la stratégie de lutte non violente, mais aussi une certaine philosophie, sont importantes pour nous. Et moi, je suis vraiment convaincue aussi que ce sont ces éléments-là qui permettront de changer le monde. Après, chacun a sa stratégie. Il faut commencer par déconstruire. Dans combien de mouvements sociaux on a été traité de violents, alors que la première des violences, c'était quand même la violence de la politique de la société, de l'ensemble des injustices imposées, de tous les rapports de domination, et que c'était d'abord une volonté de se libérer de cette violence-là. Donc évidemment, quand... on pourrait en donner des tonnes, des exemples, mais est-ce que c'est vraiment violent de voir une vitrine d'une banque cassée quand, en fait, la raison de la manifestation, c'est je sais pas combien de personnes qui subissent la précarité, les sous-salaires, ou le chômage, ou à qui on vient d'imposer, j'en sais rien, moi, la loi assurance chômage, par exemple, ça, c'est une énorme violence, ce contenu de cette loi-là. Donc, une vitrine brisée dans une manif,
suis pas favorable, moi, à la briser, mais je veux dire, je suis pas scandalisée, voilà, comment dire. Maintenant, oui, la difficulté, c'est, et je suis d'accord avec toi, c'est qu'est-ce qui permet à une lutte de gagner majoritairement l'opinion publique. Et c'est vrai que certains se disent, puisqu'on ne nous écoute pas, à la limite, en tapant un grand coup et en étant violent et en faisant de la casse, on va nous écouter. Moi, je suis pas du tout sûre de ça, parce que ça sera toujours réutilisé. Et on a vu à quel point on est allé loin dans la répression, enfin à quel point l'Allemand, Darmanin sont allés loin dans la répression. Je sais plus, une cinquantaine d'éborgnés, enfin c'est pas rien, et des morts, voilà. Et dans toutes ces violences policières, les contre-violences qu'on pourrait y opposer par cette méthode-là est un engrenage, une escalade qui, je pense, n'est pas l'issue, quoi. Aujourd'hui, il y a un gros projet de Total Energy de construire un énorme pipeline en Tanzanie et en Ouganda. Il y a de nombreux activistes ougandais ou ougandaises d'activistes, d'habitants en tout cas, qui s'opposent à ce projet. C'est quand même 100 000 personnes déplacées en Ouganda, donc c'est juste énorme. Et il y a un certain nombre d'entre eux qui ont été invités ici en Europe pour venir participer à des mobilisations. Il y en a certains qui ont été reçus par le pape, par exemple. Enfin, il y a eu un certain nombre de médias, etc. Et la réalité, c'est que quand ils retournent dans leur pays, ils sont menacés de mort pour avoir parlé à des médias, pour avoir manifesté. Alors, c'est pas du tout les mêmes types de manifestations que nous, on a. Donc, je pense qu'il faut aussi se dire que la violence, parfois, tout le monde ne peut pas se permettre d'être violent quand on est face à un État, mais c'est la même chose en France, hein, justement. Ceux qui ont, notamment, tu parlais des Gilets jaunes qui ont été durement réprimés, le côté très familial qu'on pouvait aussi ressentir parmi les Gilets jaunes, notamment sur les ronds-points, ouais, mais même au tout début à Paris, a complètement disparu quand l'Allemand et Darmanin, comme tu le disais, ont décidé de réprimer tout le monde. Donc, l'utilisation de la violence en tant que stratégie, elle est difficile et il y a un côté très sacrificiel, peut-être parce que en fait, on ne peut pas gagner. On ne peut pas gagner face à ceux et celles qui détiennent les armes, en fait, et le monopole de la violence. Non, en fait, la démarche, c'est d'abord de se dire on va en porte-à-porte, non pas pour faire les témoins de Jéhovah avec un sermon descendant, voilà, on ne convainc pas comme ça. Et on a vraiment, enfin, la démarche du porte-à-porte, c'était d'abord de dire alors, voilà, comment ça va quelque part. C'était vraiment demander alors, qu'est-ce qui vous préoccupe, enfin, que la personne, dans l'échange, choisisse le sujet dont elle veut parler. Et c'est pas facile, hein, parce qu'il faut déjà qu'elle ait envie d'échanger avec nous. Hein. Mais partir de ce principe-là. Et donc le commencer longtemps avant l'échéance électorale. On avait un peu cogité sur les méthodes un peu d'éducation populaire en mixant différents trucs. Donc tu as parlé des méthodes Alinsky, mais on n'a pas fait du Alinsky. Hein, parce que la méthode Alinsky, elle est d'une exigence en termes de disponibilité que nous n'avions pas. Hein. Mais on s'est inspiré par exemple des enquêtes conscientisantes de Marx. Marx n'arrivait pas avec le Capital dans les ateliers en leur expliquant tout ce qu'il avait pu écrire dans ses bouquins. Enfin, les enquêtes conscientisantes, c'était d'abord on vous pose des questions pour vous inviter pour inviter le travailleur à décrire ses conditions de travail, et le travailleur décrivant toutes ces conditions de travail permet d'apprendre à l'autre lesquelles sont-elles. Et en même temps, à force de décrire ses propres conditions de travail, venait aussi une certaine prise de conscience de ces conditions de travail. Et quand vous demandez à l'autre, alors, vous travaillez combien d'heures, vous êtes payé combien, il y a des enfants qui travaillent, il y a eu quoi comme accident de travail. Et à ce moment-là, la description de tout cela, se faisant, la conscience de que c'était absolument pas normal commençait aussi à se construire. Mais dans un rapport où l'autre, menant cette enquête conscientisante, on apprenait également énormément. Donc on s'est inspiré de ça, on s'est inspiré aussi un peu de l'entraînement mental. Alors l'entraînement mental, c'est des méthodes qui avaient été utilisées par
dans le maquis du Vercors. C'est une méthode vraiment où on essaie de cerner quelle est la situation satisfaisante et on amène un peu l'autre à décrire le problème, à qui ça pose problème, donc voir un peu la dimension collective du problème, qui sont les responsables de ce problème, et ne parler des solutions que vers la fin. Donc pousser en fait à un raisonnement. Alors, je vous donne ça, mais parce que souvent quand vous arrivez en porte-à-porte, vous pouvez avoir des personnes qui vont y aller de manière tout d'un coup très brute et raccourcie, quoi. Alors moi, ce qui me pose problème, c'est les jeunes petits cons qui font chier en bas de chez moi, et moi d'ailleurs je vais voter Le Pen, parce qu'il faut me renvoyer tout ça dans votre pays. Je dis pas que tout le monde réagit comme ça, mais vous pouvez avoir ce genre de témoignage. Alors si vous êtes un militant et que vous dites, mais c'est mal ça, de penser ainsi, madame, vous êtes raciste, ça n'est pas acceptable. Il est probable que vous n'arriviez pas à comprendre, convaincre, et que la personne ne change pas du tout de position si vous lui affrontez une réponse, entre guillemets, morale. Par contre, si vous dites juste « je vous entends », vous n'avez pas dit « vous étiez d'accord », j'entends ce que vous dites, bon. Donc les jeunes, là, et alors qui sont ces jeunes, pourquoi ils traînent là, vous les connaissez, et il y a quoi dans le quartier qui a fermé, et on essaie de déplacer le problème, de pousser un raisonnement du problème, et vous pouvez dans cet échange-là, pas à tous les coups, hein, mais on peut faire le pari de l'intelligence à deux, si on n'est pas dans le jugement et dans... Alors moi je vais vous expliquer pourquoi les jeunes là ils en chient dans le quartier, mais au contraire essayer de réfléchir à deux dans l'entretien en fait, qui est le porte-à-porte, par le déplacement du problème à sortir de l'horizontalité de la façon dont il est exposé et de le rendre plus vertical, et donc de le ramener à la lutte des classes, de le ramener à bah ouais, il y avait des équipements services publics, ils ont été supprimés, il y avait une école qui devait contribuer à la réussite de tous et ils en ont échoué. Mais sans donner les réponses, mais en amenant le raisonnement. Je ne sais pas si c'est clair. Voilà, donc on a cogité comme ça en fait à différentes méthodes. Quand on est face à la personne, ça ne veut pas dire qu'on arrive toujours à bien les utiliser, mais disons que ça nous force un peu à réfléchir pour être toujours dans une attitude de bienveillance et de se dire on essaye d'instaurer des rapports d'égalité où on va engager des relations. Voilà, et on va essayer, comme on engage des relations, à garder les coordonnées. Et voilà. Après, dans ces porte-à-porte, vous avez des gens qui peuvent, eux, être confrontés directement et nous parler de leurs problèmes dans le logement. À ce moment-là, bah oui, on prenait bien en note et on essayait de voir tous les autres voisins, est-ce qu'ils partagent le même problème, et essayer, du coup, après, de réunir ceux qui avaient l'air le plus motivés et essayer modestement de faire boule de neige pour créer de l'action collective et de la lutte. Mais objectivement, on n'en a pas fait énormément des luttes, hein, logement, dans tout ce travail de porte-à-porte. Mais le fait d'avoir, par exemple, à un moment donné, réussi à faire une grosse lutte sur le quartier Grand Piton du Vernois, ce qui était génial, c'est qu'on se faisait engueuler par des locataires d'un autre quartier qui disaient « Ouais, ben nous aussi, on a des souris, des rats, mais on n'a rien à faire hein, de chez nous. Vous venez pas nous voir. » Génial. Alors là, on était contents de se faire engueuler et d'essayer d'aller les voir et voir ben, comment on peut... voilà. Ah, mais nous aussi, on voyait... Bon, et ça faisait comme ça boule de neige. Donc c'est intéressant. Et pareil, c'est pas forcément des luttes où on a gagné, hein, ça a été... mais les gens ont au moins déjà gagné de s'organiser. C'est très modeste, hein, faut humilité, mais gagner de s'organiser. Et donc pour l'instant, c'est des petites graines, et nous-mêmes, on apprend beaucoup, donc très modeste. Et après, il y a aussi le rapport de tout ce travail porte-à-porte en campagne électorale. Le fait, en campagne électorale, de continuer à soutenir les gens et être à l'affût s'il y a une lutte, ben on voyait que le rapport avec nous en tant que force politique changeait. Parce que en fait, les gens nous disaient « Ah ben ouais, Mélenchon c'est le seul qui nous soutient. Et vous, localement, vous êtes les seuls avec nous. Parce que vous vous intéressez, y compris à ces galères du quotidien. » Donc ça changeait aussi le rapport à la représentation politique. Nous n'étions plus une externalité, donc on revient sur le dehors, mais une externalité, alors que c'est vrai, il faut le reconnaître, nos militants, au point de départ, ils n'habitaient pas dans les maréchaux, là on allait le faire porte-à-porte. Mais néanmoins, par cette expérience de porte-à-porte et de micro-lutte, on n'était plus en externalité. Après, ce qui était intéressant, c'est aussi à chaque fin de discussion avec les gens, on leur disait, bah ouais, on va faire des apéros populaires dans le quartier, est-ce que vous préférez être informé par SMS ou par mail? Donc là, il y avait un côté pas du tout Alinsky, hein, pas du tout éduc-pop, mais plutôt marketing. Question fermée, tu n'as pas le choix, mais ça nous a aussi mis, nous, en confiance pour collecter plein de coordonnées. Et donc, on sort de cette campagne législative avec 2000 coordonnées dans les quartiers populaires. Ça ne veut pas dire qu'on a 2000 coordonnées, on appuie sur un bouton, il y a une manifestation avec 2000 personnes. Alors là,
celle ou celui qui pourrait croire ça et se plante. Mais ça veut dire qu'on a aussi les moyens. On a pu pendant la campagne faire des apéros populaires et rappeler 300 personnes dans ce quartier pour essayer de les inciter. Et quand il y en avait 50 qui venaient, on était super contents. Mais je veux dire, voilà, c'est petit à petit. Mais du coup, on a eu après des gens des quartiers qui venaient faire les porte-à-porte avec nous. Donc c'est petit à petit, c'est modeste. Mais ce que j'espère, c'est qu'on va réussir à accompagner et poursuivre cela. Parce que, voilà, on casse cette extériorité. Donc maintenant, des personnes sont fières de recevoir les SMS, les coups de fil et d'être ceux qui participent à ces apéros, à ces rencontres. Voilà. Donc on pense que c'est une énergie disponible. Si on co-travaille ensemble pour pouvoir voilà, y faire des solidarités concrètes ou des luttes selon les situations. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais voilà. Mais on en est à la prise par silence. Ce que je voudrais rajouter, c'est que je ne sais pas du tout comment il faut s'y prendre après en zone rurale, périurbaine, tu vois. C'est-à-dire que moi, tu me mets dans une petite ville, si tu me mets devant un HLM, je vais refaire. Mais quand tu es sur des maisons isolées, des choses comme ça, je pense que le travail néanmoins d'aller de porte en porte, faire cette collecte de c'est quoi ce qui vous met en colère est nécessaire. Et on avait un camarade comme ça qui avait fait lui des interviews filmées. Mais il avait fait genre 600 interviews filmées dans un territoire rural. Et en fait, donc c'est pas facile, parce qu'il faut réussir à chaque maison à convaincre que notre échange, notre interview va être filmée. Waouh, pour moi déjà c'est une marche énorme à franchir quand je me souviens des porte-à-porte que j'ai pu faire. Mais il a quand même réussi à créer une relation de confiance et faire en sorte que les interviews soient filmées. Et après, ils étaient postés sur un site internet et les gens pouvaient se revoir et voir les interviews de leurs voisins. Donc, il y avait un truc intéressant qui se faisait. Ils prenaient les coordonnées des gens parce qu'ils leur envoyaient les interviews filmées, mais après aussi pour leur proposer, on va vous faire un petit film avec toutes vos interviews filmées. Et donc là, par ce fil-là, en fait, qui est aussi une démarche un peu d'entretien et d'enquête conscientisante quelque part, ça permet de recréer un peu une communauté. C'est-à-dire que les gens sont venus à la soirée du village voir les interviews filmées. Donc chacun va inventer des fils différents. Parfois, tu n'auras même pas besoin de ça parce que de toute façon, ce sera la fermeture de la gare qui va créer que tout le monde, tout d'un coup, se mette ensemble dans ce combat-là. Puis parfois, il faut trouver plein d'autres détours à chacun d'inventer. On a un peu de formation politique, mais on est, pour le coup, moi aussi cité Marx, très dans la pratique crée la conscience. Et donc, en fait, quand tu arrives à Alternativa ou Action Environnement COP21, en fait, tu arrives et tu commences par un truc concret. Alors, selon ce que tu as envie de faire, mais ça va être, je sais pas, peindre une banderole, faire des posts sur les réseaux sociaux, recruter d'autres personnes, faire de la cuisine aussi pour des militants qui vont être sur le terrain. C'est des choses comme ça, en fait, organiser un événement. Et ça permet de rencontrer d'autres personnes. Donc du coup, petit à petit, on comprend un peu comment se passe l'organisation. Et ça permet aussi de pas d'avoir trop tout de suite. Genre, tu commences par un truc et souvent ça va très vite. Tu as beaucoup de responsabilités très vite, mais en tout cas, voilà, il y a ce truc-là. Et sur la formation politique, on a quand même pas mal de transmission entre nous, je pense, aussi, d'essayer ceux qui sont là depuis un peu plus longtemps, d'essayer de se transmettre les histoires, les luttes, ce qu'on a gagné, pas gagné, ce qui a bien marché, ce qui n'a pas marché. Et puis jusqu'à mardi, puisque le bar a fermé mardi, nous avions la base à Paris. Ça fait 3 ans et demi qu'on était là. Et c'était aussi un lieu dans lequel on organisait beaucoup de conférences, d'ateliers, de tables rondes, de projections. Et donc ça servait aussi finalement à une certaine formation politique, puisque en plus c'était ouvert à plein d'organisations, pouvaient proposer aussi des sujets, tant que ça correspondait à nos principes, à nos grandes lignes. Et du coup, c'était aussi une façon de rencontrer plein d'acteurs différents et de se former politiquement, ouais. Autant, si je remonte à plus longtemps avant, c'est vrai qu'on avait
souvent des accueils de nouveaux, et après des week-ends de formation assez théoriques, assez classiques, hein, je sais pas moi, l'histoire des révolutions, le matérialisme historique, enfin voilà, on pouvait avoir des cheminements assez classiques, quoi, hein, il y a longtemps, et là je pense qu'on est plus dans un rapport au service de l'action. Donc par exemple là dans la campagne présidentielle législative, dès que je voyais qu'il y avait pas mal de nouveaux, hop, on faisait des journées de formation sur ces questions de porte-à-porte, d'abord pour accueillir les personnes et les mettre d'abord en confiance. Les mettre en confiance et se dire il n'y a pas besoin d'avoir bac+10 dans le militantisme pour aller rencontrer quelqu'un et construire un échange. Et donc finalement, la formation servait à montrer qu'ils n'ont pas besoin de formation, quasiment. Même s'il y avait ces éléments de méthode que j'ai pu exposer tout à l'heure, mais casser le sentiment d'incompétence politique. Et finalement, moi j'en reviens beaucoup au côté avant où quelque part, dès qu'on accueillait le nouveau militant qui avait fait la démarche de vouloir adhérer, on le mettait dans un week-end de formation comme s'il fallait formater. Moi, je préfère accueillir pour que les personnes sentent qu'elles n'aient pas de sentiment d'incompétence. Et par contre, tout de suite, voir avec elles qu'est-ce que tu as envie de faire. Je crois beaucoup au principe de plaisir. Voilà, je pense qu'on se fait beaucoup moins chier dans l'action politique si on s'éclate, s'il y a du bonheur, s'il y a de la joie, s'il y a du collectif et si on fait un truc qu'on a envie. Et donc, être capable d'écouter les envies des uns et des autres, c'est super important. Moi, j'ai vu au début de la campagne que j'avais 2 camarades qui ne se connaissaient pas et qui faisaient de la musique tous les deux. Je ne voulais pas vous mettre là et vous faites un peu de musique. Franchement, on en a d'autres là qui peuvent coller ou qui peuvent tracter. Si vous nous faites de la musique, ça peut être vachement chouette. Et donc, du coup, on faisait passer les infos sur les petites boucles WhatsApp, tous ceux qui savent faire de la musique. Rencardez-vous, organisez-vous, quoi. Et donc, ils se sont éclatés. Eux, dans la campagne, ils ont fait des répètes et ils ont fait de la zik sur les apéros populaires. Et c'était vachement chouette parce que peut-être qu'on aurait pu, moi, des campagnes antérieures, j'avais pu filer des coups de main à des groupes parce que c'est vrai qu'on peut avoir sur le budget de campagne, enfin, un groupe se fait payer, c'est chouette, c'est important, quoi. Mais donc là, je veux dire, ben voilà, j'ai pas été cool, j'ai pas payé les groupes. Mais je veux dire, là, il se passait aussi autre chose dans le côté bœuf musical de gens d'horizons, y compris d'horizons musicaux différents. Il y avait quelque chose de très chouette et de cadeaux dans la campagne, enfin je sais pas comment dire, voilà. Mais je crois beaucoup au fait qu'il faut demander qu'est-ce que vous avez envie de faire. Le principe de plaisir va se ressentir vraiment dans une ambiance, et c'est valable à tout niveau, quoi. C'est valable, je suis persuadée que même si on a bien sûr des actes militants parfois imposés, parce qu'il y a ça qu'il faut faire, mais trouver vraiment à chaque fois voilà, les luttes qu'on gagnait dans des boîtes, c'est parce qu'à un moment donné, il y avait de la fête, il y avait de la joie. Donc, et ça passe par que chacun trouve sa place dans le collectif de la lutte, quoi. Voilà, donc pour moi, vraiment, c'est d'abord commencer par voilà, cet accueil, cette bienveillance et savoir dès le début qu'on est tous différents et que chacun peut apporter à sa façon. Après, par contre, oui, on a tous les ans les rencontres d'été, où là, chacun peut puiser justement dans une multitude d'approfondissements théoriques comme pratiques, et théoriques avec des orientations différentes. Et moi, j'aime bien justement ce côté creuset, culturel, idéologique, politique, qui sort justement de la logique un peu plus formatage que j'avais pu avoir dans des passés militants pas si éloignés, mais qui étaient peut-être un peu trop figés. Moi, je pense qu'il faut se décartéliser et s'imprégner de plein d'approches différentes. Je veux dire, quand tu vois que Macron n'a plus la majorité absolue, on a marqué des points, quoi. Donc pour moi, il y a une progression. Évidemment, il n'y a pas la victoire qu'on aurait aimé avoir. Et en même temps, moi, je regrette rien. Parce que je pense que d'avoir exprimé cet objectif de victoire, et ce qui a pu permettre aussi que tout le monde y mette autant d'énergie, et qui a pu permettre à ce que, quand même, une partie, certes pas tous, hein, mais une partie de ceux qui avaient voté Mélenchon, y soient retournés. Alors qu'en 2017, l'échec avait été le soir de l'élection présidentielle, en fait, du premier tour. Le discours, si tu te souviens, le discours de Jean-Luc Mélenchon avait au contraire beaucoup plus semé de désespérance, quoi. Bon, bah, ça y est, c'était fini. Et quand on y retournait pour les législatives, les gens nous disaient mais ça y est, c'est fini, c'est mort. Donc, alors que là, on nous a pas dit ça. Ça veut pas dire qu'on a réussi à convaincre tout le monde d'y aller, mais on nous a pas dit ça. Non,
Je te dirais que l'insatisfaction plutôt que l'échec sur la période antérieure, et je pense que là on a une chance de 4 années quasiment sans élection. Bon, il y a les élections européennes, mais 4 années où on ne va pas être à nouveau tout le temps dans la force électoraliste entre guillemets, d'amener les gens au vote. Notre grande responsabilité va être justement de penser la construction de solidarité collective sur l'ensemble des territoires, parce que finalement on n'a pas pris le temps de se poser, de se dire ouais, là on a des troupes militantes, là on n'en a pas, et donc qu'est-ce qu'on fait pour les territoires où il n'y a pas assez de troupes militantes et où il faut reconstruire. Et je pense que parfois on a peut-être plus mis des moyens dans ce qui va être communication que dans ce qui va être ancrage local, et si ça se construit autrement, tu vois. Moi mon rôle ça a été par exemple de faire les formations porte à porte dans toute la France, et je pense que ça a joué un rôle important, mais en fait il aurait fallu mettre beaucoup plus de moyens là-dedans, et que le travail recherche-action de l'éducation populaire active en zone rurale et périurbaine, là où on n'est pas, le fait de se dire bah tiens on assume, on a je sais pas moi X jeunes qui sont motivés, qui ont du temps, parce qu'il y en avait quand même qui n'étaient pas coincés par le militantisme que tu fais en plus de ta journée de boulot et de tes gamins chez toi. Tu en avais qui étaient dans une tranche d'âge où tu peux être à un moment donné ponctuellement plus libre, et ben peut-être faire plus mais bien en amont, hein, c'est-à-dire 1 an avant, de commandos qui essayent concrètement de connaître un peu plus certains terrains et d'aider à construire. Le livre qui m'a fait vraiment basculer, c'est Tout peut changer de Naomi Klein, qui justement fait le lien entre capitalisme, le traité de libre-échange et le changement climatique, qui est paru en 2015. Et c'est vraiment la lecture de ce bouquin qui m'a complètement... qui m'a fait passer une conscience des injustices sociales et au niveau international à vraiment la question du lien avec l'écologie. Et par la suite, je pense que c'est un deuxième. Et non, par la suite, c'est peut-être une autre femme américaine qui s'appelle Starhawk, qui est une activiste qui m'a aussi beaucoup inspirée, justement sur les réflexions sur les pratiques militantes, en fait, l'organisation interne. Tu veux me le noter là? Ouais. Il est là, ah bah, je l'ai bien.